Bonjour à toutes et bonjour à tous. Après avoir parlé de DreamWorks et de Pixar et en attendant le dossier sur Walt Disney, il était temps de revenir sur un studio qui cette fois-ci ne fait pas partie du monde occidental. Il faut revenir sur Ghibli. Ghibli est un studio japonais fondé en 85 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Leur premier film en théorie devrait dater donc de 85. Pourtant, c'est pas le cas. Le studio se réfère à Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki, sorti en 84 comme étant leur premier long métrage. Le studio n'était pas créé, mais le film s'ancre tellement dans la tradition de Ghibli et il est réalisé par Miyazaki. De fait, on peut le considérer comme un film du studio assez facilement. On va donc commencer par en parler, c'est un choix que j'ai eu d'en parler ou pas. Je pense que c'est nécessaire de le faire. Nausicaa de la vallée du vent donc sort en 84. Pour autant, il faut noter que le film est sorti une première fois en dehors du Japon en 91 sous le titre français de La Princesse des Étoiles. Une version qui était calquée sur la version américaine et qui était amputée de plus de 35 minutes de film. La renommée du studio permet aujourd'hui d'en voir la version complète, qui a été redoublée d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Nausicaa de la vallée du vent est une jolie réussite, parce que cette histoire post-apocalyptique se déroule 1000 ans après la chute du monde industriel. Et alors qu'une forêt déversant des spores toxiques et grandissant constamment se rapproche de la vallée du vent, déjà pas bien engagée, la situation se complexifie lorsque l'Empire Tolmec s'en prend à la vallée du vent. Foisonnant d'idées visuelles en tout genre avec un monde qui rappelle parfois Dune, plus pour l'hommage qu'autre chose, au roman, pas au film qui est sorti la même année, ce qui est une étrange coïncidence au passage, le film aborde des sujets qui resteront au cœur des œuvres du studio. Le sacrifice de soi, la relation entre l'humanité, la nature et la paix. Des beaux sujets qui peuvent facilement tomber dans la niaiserie avec un mauvais traitement, mais qui profitent ici d'une animation et d'une mise en image de grande qualité. Une ambition folle qui se traduit avec une grande beauté à l'écran, le film se terminant par un grand moment de poésie rassemblant toutes ces idées au cœur de sublimes images. Si on pourrait lui reprocher quelques maladresses, notamment quelques longueurs, le film dure près de 2 heures, il n'en demeure pas moins un excellent moyen pour débuter dans le genre, comme ce fut le cas pour moi à l'époque où je l'ai vu. Oh non! L'empennage de queue est touché! Ne le tue pas! S'il te plaît, ne le tue pas! S'il te plaît! Qu'est-ce qu'ils attendent pour capituler? Ils n'ont aucune chance. Ce qu'ils attendent, c'est qu'elle revienne. Moi, c'est Nausicaa, je suis de la vallée du vent. Et c'est donc en 86 que sort officiellement le premier film du studio de Ghibli. Réalisé forcément par Hayao Miyazaki, il aura fallu attendre 2003 pour qu'il soit visible en France. Le film est pour un démarrage officiel, il est sacrément réussi. Le studio de Ghibli venant d'ouvrir officiellement ses portes, son nom n'est pas encore connu, et cela explique la diffusion à petite échelle de ce film, et le fait qu'il ait fallu attendre son succès pour le voir enfin arriver en France, 17 ans après sa sortie officielle. Il aurait été dommage de s'en priver, car si la mise en place se montre assez attendue, un garçon vit tranquillement sa petite vie jusqu'au jour où il voit une fille tomber du ciel, il se trouve que la demoiselle est poursuivie par des pirates qui ne semblent pas lui vouloir que du bien. Mais il faut pas longtemps pour que cette histoire s'emballe et que quelques surprises viennent émailler une histoire, un scénario qui peut toujours profiter d'un sens esthétique hors norme, notamment dans le choix des couleurs et d'une mythologie créée spécialement et qui fonctionne à plein régime. Si on y retrouve certains thèmes du film précédent, notamment l'opposition entre deux régimes, un militaire et un plus pacifique, les deux se différencient suffisamment pour justifier leur visionnage séparé. Car en traitant avec une aisance étonnante de divers sujets, Miyazaki montre qu'il est possible de faire une œuvre globale qui se satisfasse d'elle-même. Pas besoin de spin-off ou de série télé, tout en se montrant profonde, poétique et politique. 2h04 de bonheur visuel mais aussi auditif car la bande originale n'est pas à écarter, celle-ci rythmant parfaitement une aventure qui ne s'oublie pas après le visionnage. Et c'est à noter. Un démarrage inoubliable donc pour un film qui reste aujourd'hui un véritable chef-d'œuvre. Jamais nous n'aurions pu nous rencontrer sur cette pierre magique, Chilta. Tu t'imagines sans doute que la Puta ressemble à l'île au trésor. Sache qu'elle est maintenue en orbite grâce à des forces physiques terrifiantes et que son empire de mort dominait autrefois cette terre. J'y arriverai! Je découvrirai le château dans le ciel! Regarde bien! Apparemment, tu es bien un être humain.
Je devrais pas te le dire, mais j'avais peur que tu sois un ange tombé du ciel. En 88, l'année où le monde a eu la joie de me voir apparaître, sort le troisième ou deuxième film du studio Ghibli, on va pas être tatillon, qui est toujours réalisé par Hayao Miyazaki. Et la figure mythique du studio livre un joli film, même si je le trouve un poil en deçà des deux précédents, il s'agit de Mon voisin Totoro. Pendant des années, Miyazaki tente de monter ce film, mais devant le sujet, Ghibli ne trouve aucun producteur désireux de l'aider à financer le film. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui rencontrent un monstre en plein Japon rural, un scénario ciblé sur l'innocence qui ne reprend que peu les thèmes habituels de l'auteur et qui fait donc peur au potentiel financier. Après de nombreuses difficultés, il parvient finalement à le monter. Un film court d'ailleurs, qui fait même pas 1h30, et qui en effet se concentre sur la relation entre les deux sœurs. Le Totoro en question est finalement assez peu présent, et c'est la famille qui est au cœur de cette œuvre qui s'inspire grandement de la jeunesse même de Miyazaki. On y trouve donc une vraie sincérité derrière ce manque apparent de profondeur. La base du film s'inspire grandement d'Alice au Pays des Merveilles, et même le Totoro partage des ressemblances avec le Cheshire Cat. Les références sont justifiées cependant par le sujet même, et donnent un résultat remarquable malgré donc d'évidents petits soucis et le fait qu'il ne fasse pas partie du haut du panier de son auteur. C'est le médecin de maman. Il demande qu'on le contacte rapidement. Qu'allons-nous devenir, Maï et moi, si maman meurt? Moi, je pense que c'est le maître de la forêt que tu as vu. Et dis-toi que tu ne le reverras peut-être jamais. Je n'en reviens pas. Comment a-t-elle pu faire une chose aussi stupide? Mais je t'en prie, aide-moi à la retrouver. En 88, on retrouve Ghibli une seconde fois avec Le Tombeau des Lucioles. Produire Miyazaki, c'est très bien, mais il y a un moment où Ghibli devait produire quelqu'un d'autre, et c'est donc le cofondateur du studio, Isao Takahata, qui va profiter de la situation. Et pour cela, il va s'inspirer de la nouvelle La Tombe des Lucioles, un récit semi-autobiographique écrit en 1967. Le film se passe en 1945, en plein bombardement américain sur le Japon. Deux enfants de 14 et 4 ans se retrouvent livrés à eux-mêmes après la mort de leur mère et alors que leur père est parti. Et c'est là que les difficultés vont commencer pour eux. Doté d'un style plus réaliste et dur que les œuvres de Miyazaki, le film est un sommet du genre en parvenant à nouer une relation crédible et franchement belle entre le frère et sa sœur. Il faut reconnaître au Nippon un vrai talent pour créer ce genre de relation. Il faut dire qu'elle tient une importance plus élevée que chez nous. Le film se déroule sans grande bataille, tout y est suggéré par les lieux, les sons et les personnages, ce qui permet une immersion totale sans être parasité par des séquences dites de divertissement. Un plaisir de plus à mettre au crédit d'un film visuellement fouillé, même s'il peut sembler épuré à certains moments. Une œuvre qui profite aussi d'une superbe bande-son et d'animation simple mais suffisante qui lui permettent de résister au temps. Ainsi, si le film a fêté il y a peu de temps ses 30 ans, il n'a pas vieilli d'un poil, et je vous le conseille ardemment, d'autant que c'est un film clairement bouleversant. En 1989, retour de Miyazaki avec un film un peu plus léger, Kiki la petite sorcière.
S'il s'agit d'une œuvre moins reconnue dans la carrière de Miyazaki, Kiki la petite sorcière n'en est pas moins un bon film. Peut-être pas autant que les précédents. Kiki est une jeune sorcière. Elle vient tout juste de fêter ses 13 ans et traditionnellement les jeunes sorcières doivent quitter leur famille et leur village pour continuer leur apprentissage à cet âge-là. À contre-cœur, elle accepte alors de s'en aller avec son chat Gigi qui lui parle. À contre-cœur parce qu'elle pense que ses traditions sont dépassées. Si le film fait moins parler de lui, c'est parce qu'il se situe à mi-chemin entre le film pour enfants et traite des sujets plus adultes en filigrane. Mais c'est aussi parce qu'il est moins ample, se concentrant sur les sentiments ressentis par Kiki. Et s'il le fait très bien, on sent qu'il lui manque quelque chose l'empêchant de franchir un cap. Un peu longué par moments, il profite cependant de son message renvoyé aux fameuses traditions japonaises, souvent remises en question par la jeunesse, mais finalement adoptées à juste titre. Doté en outre d'une jolie réalisation et d'un trait agréable, lui aussi est sorti 15 ans plus tard en France, malgré les années, on peut cependant apprécier le fait que l'aspect fantastique ne prenne pas le dessus sur Kiki, qui est indiscutablement la grande force du film, comme le titre le laisse suggérer. Parfois en avance sur son temps, Kiki la petite sorcière n'en demeure pas moins un excellent film, mais sûrement le moins bon du studio à ce moment-là. Gigi, pas toi? Oh, ne nous emballons pas! En 1991, Isao Takahata fait son grand retour après le magnifique Tombeau des Lucioles. De nouveau, on va laisser le fantastique de côté pour une histoire plus terre-à-terre. Avec Souvenir goutte à goutte. À la magie onirique succède donc une vision plus réaliste à celle d'une jeune femme de 27 ans qui, partant en vacances, voit défiler des souvenirs de sa jeunesse. Une occasion pour les Européens que nous sommes de découvrir ce à quoi peut ressembler la jeunesse de la fin des années 60 au Japon. Bien entendu, c'est pas le but premier d'un film qui s'adressait essentiellement au public nippon à l'époque, à un tel point que le Blu-ray ne propose même pas de VF. Il faut dire que cette histoire, aussi touchante soit-elle, se montre parfois un peu longue, le film atteint presque les 2 heures et manque de surprises. Ce qui n'empêche pas d'être globalement excellente, notamment dans le parallèle qu'elle dresse entre la vie d'adulte et la vie d'enfant, mais aussi sur les liens étroits qui existent entre les deux. Et il est difficile de ne pas remarquer le trait assez particulier des dessins du film. S'il a le bon goût de changer certains détails pour différencier les phases du film, il se montre souvent assez épuré, donnant un aspect simpliste mais aussi non terminé, notamment dans les séquences du passé. Il semble logique qu'un enfant étant un adulte pas tout à fait formé. Une réussite stylistique qui compense largement quelques errances de scénario qui n'empêchent pas le film d'être tout de même une petite date du genre. L'année suivante, en 92, Ghibli sort ses 2 premiers courts-métrages, les 2 réalisés par Hayao Miyazaki. On trouve donc Sorahiro no Tane et Nandaru, les 2 étant très difficilement trouvables, voire quasi invisibles. On part maintenant vers 1992, et ce sera l'année du retour de Miyazaki, et donc le retour à un peu d'irréel dans un monde qui l'est bel et bien réel. Pour une fois encore, une belle réussite. Autrefois humain, Porco, victime d'un sortilège, est devenu un porc. Mercenaire en avion qui accepte des missions depuis son Italie, qui se retrouve embarqué dans une aventure inattendue. Cette fois, on quitte définitivement le Japon pour s'installer en Europe dans ce film qui est clairement l'œuvre de son réalisateur. Mêlant humour, émotion, mais pas tire-larmes, et discours sensés, notamment sur la condition de la femme, Porco Rosso mérite d'être vu et revu. Déjà parce que le cadre change énormément et le fait de voir un nouveau décor apporte énormément, d'autant plus quand on y ajoute l'élément aérien, dont on constatera plus tard qu'il fait partie intégrante de la vie de Miyazaki. Tout ça est très plaisant. Avec un dessin plus joli et plus fluide que jamais, de bons choix de couleurs et une belle animation, on a encore le droit à une vraie invitation à l'aventure. Une aventure à l'ancienne qui rassemble amour et humour. On notera que la VF voit Jean Reno doubler Porco et son ennemi est lui doublé par Jean-Luc Reichmann. Alors étonnamment, le résultat fonctionne bien. Une belle petite réussite donc qui n'atteint pas le meilleur niveau des productions du studio mais qui fait malgré tout plaisir à voir. Tendre avec les dames. Il y a des choses qui ne se disent que dans l'intimité. Il peut cogner comme John Wayne et avoir le sourire de Bogart.
J'aime un homme qui ne le sait pas, mais j'ai fait le pari avec moi-même que s'il vient un jour me voir dans ce jardin, je lui avouerai mon amour. Porco Rosso. Mais tu es... Qu'est-ce que tu veux? Avec Porco Rosso, le nouveau héros romantique, le ciel est à vous. En 93, Ghibli se met à faire dans le téléfilm, avec un film qui sera réalisé non pas par Hayao Miyazaki ni même par Isao Takahata, mais par Tomomi Mochizuki. Si la plupart des films du studio ont fini par voir le jour chez nous et être considérés à leur juste valeur, c'est pas le cas de celui-ci qui va être encore un peu oublié. Je peux entendre l'océan est une adaptation d'un roman. Celui-ci raconte l'histoire d'une jeune fille confrontée au divorce de ses parents et qui se voit obligée de quitter tout ce qu'elle aime pour rejoindre une région qu'elle ne connaît pas et dans laquelle elle a bien du mal à s'intégrer. Si le film est moins connu, c'est aussi parce qu'il est beaucoup moins ambitieux. Petit téléfilm d'à peine 1h10, il compte pas non plus une des deux stars du studio à la réalisation, de plus son animation n'est pas franchement au niveau. Pour autant, ça n'empêche pas d'être un bon film qui traite son sujet avec respect, ainsi conserve quelques moments d'humour et d'autres plus tristes, plus difficiles. On parvient à se mettre à la place des personnages et on en vient à se dire que quelques minutes de plus n'auraient pas été de trop. Malheureusement, la méconnaissance de ce film lui impose aussi aujourd'hui une distribution très limitée qui le rend encore difficile à voir, alors qu'il pourrait tout à fait aider certaines personnes à s'en sortir dans une situation similaire. En 1994, Ghibli est de retour, cette fois-ci avec un film de Isao Takahata, mais sur une idée de Miyazaki. Et le résultat s'en ressent. Car jusqu'ici, ses œuvres pour Ghibli avaient laissé de côté les éléments fantastiques. Pour Pompoko, c'est la base même du film. Les tanuki sont des créatures mythologiques japonaises. Dans les années 60, le Japon est en pleine croissance et il faut des logements. Les bois et forêts sont donc détruits pour des plans d'urbanisation. Les tanuki vont donc jouer de sales tours aux humains pour les pousser à s'arrêter et leur laisser leur habitat. En se basant sur les capacités attribuées aux tanuki dans la mythologie, notamment la capacité de métamorphose, le film s'avère être un très beau conte écologique, car c'est bien entendu le sujet principal du film. L'aspect conte étant renforcé par une voix off, d'ailleurs un peu trop présente, c'est le seul petit problème du film. Pour le reste, on tient 2 heures rythmées, à la fois drôles et intelligentes, qui se permettent même quelques passages quasi horrifiques. Si on y ajoute de belles couleurs et une animation d'excellente qualité, on tient tout ce qu'il faut. Si le film mettra lui aussi du temps à voir le jour en France, c'est bien dommage car son message est à la fois touchant et foncièrement humain, en marge justement de l'évolution de l'être humain, donne la bonne direction. Le studio, notamment par le biais de Miyazaki, a souvent montré ce versant de sa personnalité, et il semble ici trouver l'œuvre la plus représentative de celui-ci. Un excellent film donc qui mérite d'être vu et revu. En 1995, Hayao Miyazaki se dit que bon, c'est peut-être le moment de prendre sa retraite sous peu. Bon, dans les faits, on est en 2021, il l'a toujours pas prise, hein. Mais à l'époque, il doit se trouver un successeur. Et il va aller voir du coup Yoshifumi Kondo, qu'il va désigner pour réaliser le film Si tu tends l'oreille, sur un scénario de Miyazaki, adapté d'une œuvre littéraire. C'est donc en 1995 que sort l'adaptation de l'histoire de Shizuku, une jeune étudiante amatrice de littérature. Elle vit tranquillement sa vie sans se soucier du lendemain. Un jour, elle se rend compte que nombre de romans qu'elle emprunte ont également été lus par un certain Seiji. Si tu tends l'oreille n'est pas le plus connu des Ghibli alors qu'il fait partie des meilleurs. À première vue, il suit simplement le quotidien de cette jeune fille, mais se montre passionnant par tous les sujets qu'il aborde. L'amour, bien sûr, comme le laisse entrevoir le pitch, mais aussi la peur de l'avenir, la création artistique et l'importance de la connaissance. Tout cela agrémenté d'un tout petit élément fantastique, mais qui n'est pas le plus important du lot. Ce qui touche, c'est le réalisme et la beauté touchante de cette histoire. L'animation a, étrangement, un peu plus vieilli que certains films précédents du studio, mais reste encore tout à fait réussie,
Et le rythme du film est parfaitement étudié, la durée est parfaite. Le nombre de personnages, par exemple, est aussi un exemple de maîtrise. Il y en a juste assez pour parler de tout, sans qu'un seul ne paraisse inutile. Le personnage de Shizuku est, lui aussi, une grande réussite. Loin de la petite fille que l'on pouvait craindre, elle a un tel caractère qu'on ne peut que l'apprécier. C'est un grand film d'animation et c'est un grand film tout court. He's so rich. By heavens, Lizzie, what a snob you are. This fall, Focus Features presents the story of a modern woman. Mr. Darcy is engaged to my daughter. Do you think this union can be prevented by a young woman of inferior birth? Who discovered the one person she cannot stand is the one man she may not be able to resist. Can you expect me to rejoice in the inferiority of your circumstances? From the first moment I met you, your arrogance made me realize that you were the last man in the world I could ever marry. Do you not think him a handsome man? Yes, I dare say he is. From the producers of Bridget Jones's Diary and Love Actually. He's been a fool, but then so have I. We are all fools in love. Keira Knightley, Matthew McFadden, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, and Judi Dench. You have bewitched me, body and soul. I thought you didn't like him. So did I. So did we all. Pride and Prejudice. Mais toujours en 95, Miyazaki ne reste pas à rien faire de son côté, puisqu'il Le retour de Ghibli se fait en 1997 avec un nouveau film d'Hayao Miyazaki, Princesse Mononoke. Princesse Mononoke fait partie des œuvres les plus appréciées du studio. C'est un film d'une ambition folle et qui est à la hauteur de ses ambitions. Un jeune homme part dans la forêt à la recherche d'un remède contre une malédiction. Il va se retrouver en plein cœur d'une guerre et rencontre au passage divers personnages, dont la fameuse princesse Mononoke. Une fois de plus, à première vue, le pitch va pas chercher bien loin, mais c'est bien suffisant pour retranscrire les thèmes forts du studio et de son réalisateur favori. Pendant 2h15, l'écologie est au centre de l'histoire, tout comme la violence des affrontements et le mal qu'ils causent. Tout cela sans oublier un traitement admirable et à égalité des personnages féminins et masculins. Le tout aidé par une esthétique sublime entre hommage à la nature et poésie assumée. Alors si on pourra dénombrer quelques longueurs, 2h15 c'est un peu trop long, on peine malgré tout à détacher ses yeux de l'écran. Plongé que l'on est dans la mythologie japonaise ici employée à plein régime. La figure du loup est, par exemple, prépondérante, tout comme elle l'est dans les croyances du pays. Une œuvre magnifique qui baigne dans des compositions musicales tout aussi sublimes et mérite donc un visionnage plus qu'attentif. Bientôt vous goûterez l'amertume de ma haine avec la perte d'un être qui vous est cher. Ashitaka! Tu fais un pas, je tire! À nous. Donnez-nous humain. Cet humain n'est pas notre ennemi. En 98, on retrouve Ghibli, mais pas au cinéma cette fois-ci, c'est dans le monde du jeu vidéo qu'on va les retrouver. Puisqu'ils sont bel et bien au character design de Jade Cocoon, la légende de Tamamayu, sur PlayStation. And spirit, possessing infinite power, the Almighty divided their essence into two, and so light and darkness were created. Soon, the balance between light and darkness was lost, and the power of destruction began to stir. The animals fell prey to the malignant influence of the dark forces and began to warp into twisted monstrosities.
all of humanity shuddered at the threat of being swallowed by this chaos. In a valiant attempt to stop the spreading evil, man used his power to construct a barrier and defend himself from the onslaught of the shadow minions. An end to the age of peace has come. The barrier has fallen. A young man follows his missing father's shadow and undertakes the destiny for which he was born. A pestilence has befallen Cyrus, and only one thing can save it. As a cocoon master, and with the help of your young Nagi wife, you will capture, train, and combine the spirits of darkness into warriors, ready to fight the spreading evil that threatens all of humanity. Onibubu and the swarm of destruction have come, and only one force can hold back the darkness. Jade Cocoon, the story of Tamamayu. En 99, c'est le retour de Isao Takahata avec le film Mes voisins les Yamada. Mes voisins les Yamada, c'est un film qui tranche dans la liste des productions de Ghibli, pour autant il est loin d'être inintéressant. Nonoko Yamada est une petite fille qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense et elle a décidé de nous présenter sa famille. Le film se présente ensuite comme un film à sketch dans lequel s'enchaînent les petites scènes présentant les membres de la famille et leurs interactions. Il faut pas chercher plus loin dans ce film qui traduit assez fidèlement une vie et une famille japonaise, ce qui chez nous peut sembler étrange de par la différence de culture. Il n'en demeure pas moins que l'on s'y retrouve parfois, car si la forme change, le fond reste le même, l'attachement entre les membres d'une même famille. Pour illustrer cela, le réalisateur a adopté un style épuré qui change radicalement du style employé jusqu'ici par les réalisateurs du studio. Si l'aquarelle avait été sérieusement envisagée, la difficulté de l'employé a poussé l'équipe à finalement procéder par ordinateur. Le résultat n'en demeure pas moins étonnamment agréable à l'œil et n'empêche pas de s'identifier au personnage. Alors si au final il est clairement trop long d'une bonne vingtaine de minutes et pas aussi touchant que les autres, ce film reste globalement bon. Télé maintenant. Et c'est beaucoup plus amusant. Le bœuf Strogogonak Goga, c'est du Strogogonak de neuf. Peu importe, fais comme tu veux, mais vite. Désolé, c'est raté. Commande des sushis. Coupe-toi les cheveux plus ras, on verra moi ta calvitie. De quoi je me mêle? Et vous, le dentier, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? De quoi je me mêle? Ça suffit, arrêtez tous les deux. Que sera, naru yo ni naru. Mirai wa mienai. O tanoshimi. Que sera, En 2000 toujours, le studio sort un nouveau court-métrage, Ghibli's, de Yoshiyuke Momose. En 2001, la France a presque rattrapé son retard et en vient presque à diffuser les Ghibli à leur sortie. Il faudra cependant attendre presque un an pour que sorte Le Voyage de Chihiro, œuvre remarquable signée de nouveau Hayao Miyazaki. Pendant un déménagement, la jeune fillette de 10 ans Chihiro se retrouve comme par enchantement dans un monde de monstres divers et variés. Et à travers cela, une histoire sur l'amitié va se développer. Mais ce qui fascine encore plus, c'est le monde foisonnant qui a été créé pour le film. Les monstres sont nombreux et leur design original et varié, tout en tirant parti des mythologies asiatiques, mais aussi certaines européennes. Ce qui, par certains aspects, peut le destiner à un public averti et certains enfants ayant eu peur devant le film. J'en connais. Pas tous, bien entendu. Et ceux qui le verront en garderont forcément un grand souvenir. Porté par une très jolie bande-son, Le Voyage de Chihiro profite aussi du bon traitement de ses dessins et d'une véritable volonté, une fois de plus, d'ouvrir les horizons de son public, de l'ouvrir à l'autre et de le faire avancer. Rien que pour cela, il mérite sa place au panthéon des meilleurs films d'animation du studio d'animation tout court, et peut-être même un des meilleurs films.
Je ne peux donc que vous le conseiller. Jamais tu ne reverras le monde d'autrefois. Il y a un village, ça ressemble à la mer. C'est également en 2001 que pour la première fois, Hayao Miyazaki va réaliser un court-métrage qui ne sera diffusé que dans le fameux musée Ghibli, un musée qui se situe au Japon. Les films qui y sortent sont donc totalement invisibles chez nous. Le premier, ce sera La chasse à la baleine. En 2002 sort le film Le Royaume des chats de Hiroyuki Morita, un film qui dure seulement 1h15 et qui est adapté d'un manga de Aoi Hiraji, tout comme Si tu tends l'oreille, dont certains personnages apparaissent dans Le Royaume des chats. Le Royaume des chats fait partie de ces films Ghibli qui n'ont pas autant d'ambition que les autres. La preuve, c'est qu'on a la présence d'un metteur en scène assez méconnu aux commandes. Ça raconte l'histoire dans la rue d'une jeune fille qui sauve un chat de la mort. Celui qu'elle a sauvé n'est autre que le fils du roi du Royaume des chats. Le roi et son royaume décident donc d'accorder un tas de privilèges à la jeune fille, dont celui d'épouser le chat qu'elle a sauvé. Avec seulement 1h15 au compteur, le film n'a pas vraiment le temps de développer d'autres thèmes que celui d'une plongée dans un monde onirique, celui du Royaume des chats donc. C'est un très bon film d'aventure avec des décors fascinants et un univers unique qu'on voit ici, et de nombreuses références comme souvent à Alice au Pays des Merveilles. Et bien entendu un message sur le sauvetage des autres espèces tout de même. Mais une fois fini, on se dit que ça manquait tout de même un peu d'ambition et de surprise, que c'est un Ghibli en réalité assez mineur. Pas le moins intéressant ni inutile, loin de là, mais dans le bas du tableau, bénéficiant tout de même d'une direction artistique marquée de superbes idées de mise en scène, un film à voir tout de même. Moi, en tout cas, je regrette pas d'être venu, c'est à mourir de rire. Le studio Ghibli est heureux de vous inviter au-delà du monde des humains, dans un endroit merveilleux et insolite, au royaume des chats. À bientôt. Et en 2002 toujours, Hayao Miyazaki va réaliser plusieurs courts-métrages pour les studios de Ghibli. On pense notamment à La Grande Excursion de Koro, Mei et le chaton bus ou Machine volante imaginaire. On aura le droit également à un deuxième épisode de Ghibli's, signé Yoshiyuki Momose. Et en 2004, respectant l'alternance, c'est bien Hayao Miyazaki qui est de retour avec Le Château ambulant, un film qui dure près de 2 heures et qui est une libre adaptation d'un roman de Diana Wynne-Jones, Le Château de Hurle. Visiblement, après le château dans le ciel, il aime bien déplacer le château, le bonhomme. Sophie rencontre un magicien. Dans le même temps, une sorcière lui jette un sort la transformant en vieille femme, et un étrange château ambulant traîne dans le coin aussi. Le réalisateur revient ici à un vrai film d'ampleur avec 2 heures au compteur, pas mal de personnages, une ambition esthétique hors norme, le film est absolument sublime, et une histoire aux thèmes nombreux de l'amour à l'onirisme pur. On y retrouve donc tout le cinéma de Miyazaki qui profite ici des évolutions du cinéma d'animation pour livrer un film toujours plus beau et une grande aventure entraînante que l'on n'oubliera pas de sitôt. Certains pourront reprocher au film de ne pas proposer de choses vraiment nouvelles dans son cinéma et trouveront même peut-être qu'il se répète un peu, en s'inspirant des grandes histoires et des contes reconnus, mais c'est là tout son cinéma. Il n'y a donc finalement pas grand chose à lui reprocher hormis une ou deux petites longueurs, il reste un vrai plaisir que l'on peut revoir à loisir sans se lasser. Il n'est pas toujours prévisible, mais il est droit. Il a le sens de la justice. Nous sommes en guerre, c'est épouvantable. Et il n'a besoin de personne pour trouver le chemin de sa délivrance. Et moi, j'ai confiance en lui. Fuyons ensemble, je ne veux plus que tu te battes. Non, ma Sophie, je ne veux plus fuir, j'en ai plus qu'assez de fuir. J'ai enfin trouvé quelqu'un à protéger. Toi. On arrive en 2006 et Hayao Miyazaki se cherche toujours un successeur.
La mort de Yoshifumi Kondo a bouleversé ses plans, c'est pour ça qu'il réalise toujours des films. Il faut qu'il se trouve un remplaçant, il va donc décider de faire confiance à son propre fils Goro Miyazaki. Donc, enfin, confiance, c'est vite dit. À la base, Les Contes de Terre-Mère est une série de romans que souhaitait déjà adapter Miyazaki. Il s'était proposé à l'auteur qui avait refusé ne connaissant pas le travail du bonhomme. Bien des années plus tard, elle le découvre et le recontacte. Celui-ci lui annonce alors vouloir prendre sa retraite, il lui propose alors de confier le film à son fils, mais sous son contrôle. L'auteur accepte mais déchante en constatant que le fils et le père ne se parlent plus après quelques jours et nombre de décisions non compatibles. Hayao reconnaîtra ensuite que son fils n'avait pas l'expérience nécessaire et qu'il ne voulait pas lui confier ce projet. L'auteur dira que c'est un bon film mais que ce n'est pas son livre. Des rapports tendus donc qui rendent difficile l'adaptation d'une histoire complexe. Ici on voit un jeune garçon tuer son père, puis partir loin de chez lui où il rencontrera l'épervier et commencera un voyage initiatique. Au passage, il croise aussi un sorcier et une jeune fille qu'il ne laisse pas indifférents. Les Contes de Terre-Mère a beau bénéficier d'une superbe animation, de décors et de dessins magnifiques, il peine à développer son histoire sur presque 2 heures. Les personnages ont peu de personnalité et il ne se crée pas vraiment d'attachement pour eux. De plus, il lui faut pas mal de temps pour démarrer. Une fois lancé, pourtant on a droit à une vraie aventure, mais elle est du coup assez courte. Les peurs de Hayao se voient ainsi justifier le projet étant bien trop gros pour les frêles épaules du fils, et en faisant le Ghibli le plus faible. Pas mauvais pour autant, il reste au-dessus de la moyenne des films d'animation, mais il déçoit forcément un peu. En 2006 et 2007, Ghibli va réaliser plusieurs courts-métrages, notamment pour le biais d'Hayao Miyazaki qui en réalise 3 pour le musée de Ghibli, À la recherche d'une maison, Monomon l'araignée d'eau et Le jour où j'ai cultivé une étoile. En 2006 toujours, Kazuo Oga en réalise 1, La nuit de Taneya Magahara, et Naoisa Inoue en réalisa en 2007, Iblar Jikan. En 2008, c'est le retour de Hayao Miyazaki, avec un film de nouveau tourné vers le jeune public, mais qui ne fait pas perdre toutes les qualités du réalisateur. L'histoire de Pogno sur la falaise, c'est celle d'un sorcier vivant sous l'eau qui a eu plusieurs filles. L'une d'elles s'aventure un peu trop près du sol et finit par mégarde par devenir une petite fille qui va être entraînée par un petit garçon qui souhaite la protéger. Une histoire d'amitié simple, mais belle. Encore une fois, le réalisateur s'inspire d'un classique Disney, La Petite Sirène, pour l'intégrer à son univers. Le traitement est donc différent et pour tout dire plus intéressant puisqu'il étudie autant les rapports père-fille que les rapports d'amitié, voire même de fraternité. Car c'est presque cela dont il est question ici. Artistiquement sublime avec ses couleurs chatoyantes et son animation marine, le film profite en outre du fait de ne pas être trop long et d'aller droit au but. Un but qui est ici de plaire à un public plus jeune et moins au fait des sujets développés dans les œuvres précédentes, et un peu plus adulte de Miyazaki. On peut y ajouter des personnages très attachants, Pogno est irrésistible, et un vrai désir de faire plaisir. C'est suffisant parfois pour faire un très bon film quand on a des artistes talentueux aux commandes. Et faire court à sa perte. Ne pleure pas, Lisa. Pogno, Pogno! C'est vrai que moi, j'ai promis à Pogno de prendre soin d'elle tout le temps. Pourquoi ces gouttes d'eau qui coulent de tes yeux? On peut le voir, ton secret. Son nom, c'est Pogno. Je crois qu'il est magique. En 2010, c'est Hiromasa Yonebayashi qui rentre dans la danse, avec Arrietty, le petit monde de Chapardeur, un film qui dure 1h34, donc qui n'est pas très long. Le réalisateur est présenté une nouvelle fois comme le successeur, l'élève de Hayao Miyazaki, mais son film ne va pas totalement convaincre. Les chapardeurs de petits humains qui doivent chaparder aux géants que nous sommes sont maintenant très peu, peut-être même uniquement 3, et ils ne doivent pas se montrer. Arrietty, la jeune fille de la famille, se fait malheureusement voir par un jeune garçon tout à fait humain. À partir de là, le réalisateur et les scénaristes déroulent cependant une histoire un peu convenue et qui joue un peu trop sur la corde sensible du spectateur. Le manque de subtilité de l'ensemble et des personnages finalement assez fades en dehors d'Arietti ne l'aide pas non plus à devenir un des meilleurs films du studio.
Cependant, son esthétique de qualité et son rythme assez soutenu, de même que ses thèmes forts et sa musique, fort belle, en font tout de même un très bon film. Mais je n'aurais pas dit non à un peu plus de surprise et moins de désir de vouloir absolument nous tirer une larme par quelques artifices assez malvenus par instant. Heredity fait donc partie des films faiblards de Ghibli. Heureusement, quand on voit la qualité globale de l'ensemble, on en tire tout de même un bon film à voir à l'occasion. C'est aussi en 2010 que Ghibli fait son retour dans le monde du jeu vidéo, 12 ans après Jade Cocoon. Ils sont également aux cinématiques à l'animation character design de Ni no Kuni, La vengeance de la sorcière céleste, sorti sur DS, Switch, PS3 et PS4. Always be together, Oliver. Always. Always. Over hills green as a springtime, chasing a lonely cloud. Come back. Oh, pure-hearted one, will you please come and save our world? Another world. What is this place? This way, Ollie boy! Come on! Coming! Mr. Drippy! Ollie boy! Meet old Father Oak. The pure-hearted one. He who will drive out the darkness. Do you understand what you're saying? Once you defy him, there's no turning back. Something wasn't quite right about our royal friend. Broken-hearted he is, or I'm broken-headed. Broken-hearted? What are we waiting for? Let's go find the piece of heart he's missing. Why do you seek the great sage's trials? We need their help. We need their power to defeat Shadar. There were once 4 great sages. We understand that one of them was defeated by Shadar. Tell me, Mom. Everything I went through, was it all for nothing? You gave something special to all those people. Oliver's magic may still be somewhat unpolished. He may still have some way to go to equal our prowess, but I believe in him. I believe in his gift. Listen, men! From this day we fly once more, and we do not fight for any kingdom. We fight for all who stand against Shadar! It's all right, sweetie. You're already on your way. Don't give up, Oliver. No matter how hard it gets. I'll come to your world. I'll come with you and save my mom. That's your gift. That's your power. The power of your heart. I'm so proud of you, my beautiful son.
Et un nez prolifique puisqu'on les retrouve également avec 2 courts-métrages pour le musée de Ghibli. Le premier est signé Akihiko Yamashita et c'est Les souris sumo. Le second est signé Hayao Miyazaki, c'est Monsieur Pat et la princesse œuf. Comme prévu, et respectant l'alternance, c'est Miyazaki qui revient de nouveau après Arrietty. Ah, pardon, ah non, c'est pas Hayao Miyazaki, c'est son fils Goro Miyazaki qui revient. Et La colline aux coquelicots fait partie des films de Ghibli qui sortent un peu des habitudes du studio, parce qu'il est furieusement ancré dans la réalité. Sortant en 2011, le film raconte l'histoire d'Umi, une jeune fille à l'histoire difficile dans les années 60. Un jour, elle croise un jeune garçon avec qui elle noue une véritable amitié, qui finit par se transformer en sentiment plus profond jusqu'à ce que celui-ci découvre qu'il est probablement le frère d'Umi. On découvre donc autant une histoire sur les difficultés des affrontements, mais aussi indirectement sur les gens qui les entourent, ceux qui se battent. Les conséquences sur un monde qui aura du mal à s'en remettre. Mais tout cela, c'est un background qui sert à une belle histoire d'amour comme on a bien envie d'en voir plus souvent. Alors si on regrettera le manque de surprise dans le dessin et un démarrage un peu lent, on peut tout de même fort bien apprécier cette histoire. Ce n'est certes pas le meilleur Ghibli, mais Goro Miyazaki semble gagner en maîtrise avec ce film en livrant un film plus qu'honorable. On prend même beaucoup de plaisir à suivre cette histoire, d'ailleurs joliment mise en musique, et qui met tout autant en avant les luttes et les révolutions menées par les uns et les autres. Un film différent pour un studio qui cherche à trouver sa place sous d'autres étoiles. Retour au court-métrage en 2011 toujours avec La chasse au trésor de Hayao Miyazaki pour le musée de Ghibli et surtout une petite surprise avec Un dieu guerrier géant apparaît à Tokyo en 2012 de Shinji Higuchi, un film en prise de vue réelle. Il faut attendre 2013 pour revoir Hayao Miyazaki réaliser un nouveau film pour Ghibli, selon lui son dernier avant sa retraite et cette fois-ci c'est la bonne d'après ce qu'il nous dit. Depuis longtemps, il rêve de réaliser un film sur Jiro Horikoshi, un concepteur de chasseurs japonais. Il peut enfin le faire, et Le vent se lève sort donc au Japon en 2013. Et le public peut découvrir la vie d'un personnage finalement assez peu connu, mais une histoire qui passionne le metteur en scène, le poussant à délaisser ses univers fantastiques pour une œuvre plus réaliste, mais pas moins touchante que ce qu'il propose d'habitude. On y retrouve des personnages bien écrits et une histoire pour laquelle on peut se passionner, celle d'un homme qui suit ses rêves jusqu'au bout. Il aime l'aviation, les avions, mais il a une mauvaise vue. Alors il va devenir concepteur. Une histoire qui peut sembler banale mais qui est ici mêlée à une belle romance. Une musique travaillée et de grande qualité et une animation toujours aussi parfaite. On le voit ainsi préparer ses plans, observer les avions mais aussi le ciel et la nature pour concevoir les meilleurs avions possibles. Loin d'être un sujet belliqueux, Le vent se lève se sort facilement du piège tendu par son sujet en se concentrant sur son personnage principal et ses relations. Le résultat, c'est une œuvre majeure que l'on n'attendait pas forcément. Toujours en 2013, on va retrouver Isao Takahata cette fois-ci. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu, Takahata. On ne l'avait pas vu depuis 1999 en fait, et depuis Mes voisins les Yamada. Il revient donc en 2013 avec Le conte de la princesse Kaguya, un conte bien connu au Japon. Un vieux bûcheron trouve un jour une minuscule princesse dans une pousse de bambou. Il la ramène avec lui, elle devient vite un bébé qui grandit à vue d'œil, le début d'une aventure inattendue. Avec ce film, Isao Takahata revient à un style crayonné et épuré, rappelant les estampes japonaises en délaissant le style habituel des animés du studio. Le résultat est magnifique et colle tout à fait à cette histoire qui plus est accompagnée d'une magnifique BO. Alors si on peut principalement lui reprocher des longueurs à plusieurs reprises, le film dure quand même près de 2h20, il parvient à faire passer tout un tas d'émotions, autant au travers de ses images que de sa musique. Très franchement, j'avais un peu peur de le voir, n'étant a priori pas très emballé par l'esthétique, mais celle-ci s'accorde parfaitement au compte à ce qu'il souhaite faire passer et à son origine.
Un vrai travail a été effectué pour parvenir à ce résultat, loin de n'être qu'un film de plus et qui mérite tout à fait de figurer dans la liste bien remplie des excellents films produits par Ghibli. C'est en 2014 que Ghibli fait son grand retour avec un film de Hiromasa Yonebayashi. Souvenir de Marnie donc raconte l'histoire de Anna, solitaire, mal dans sa peau. Un jour, elle est envoyée à la campagne pour soigner son asthme. Arrivée là-bas, elle rencontre une jeune fille, Marnie, une amie qui ne peut pas quitter les marais, avec qui elle a noué une vraie amitié. Ghibli revient par là même sur une histoire qui délaisse le fantastique, même s'il peut y faire croire de temps en temps, pour revenir sur le poids des souvenirs, ceux qui peuvent hanter une vie, mais aussi celle des descendants. Au travers d'une animation magnifique et du choix de ne pas se tourner vers des personnages aussi heureux que d'habitude, mais même s'il y a du mal-être, le film parvient à rester positif dans son dénouement tout autant qu'il est beau. Porté une nouvelle fois par une très belle bande originale, le film parvient à toucher et à tenter quelque chose de différent, ce qui au passage lui coûtera un bel échec financier à sa sortie, causant une pause dans les productions de Ghibli déçues des recettes des 3 derniers films sortis en salle, et c'est bien dommage. Pour autant, il ne stoppe pas tout, de 2014 à 2015 va être diffusée une série signée Goro Miyazaki. La série, c'est Ronia, fille de brigand. Une série au long cours qui comptera quand même pas mal d'épisodes, qui durera 2 saisons, et qui s'avère être une série plutôt sympathique, un animé plutôt sympa, donc, qui raconte l'histoire de Ronia, la fille du chef d'une bande de brigands. Ceux-ci sévissent dans la forêt de Matisse, non loin de leur habitat, un vieux château déchiré en deux par la foudre, et où chacune des deux bandes rivales vit. Mais les rivalités vont cesser le jour où Ronia et Eric se rencontrent au bord du gouffre et décident que tout doit changer. know you. Yes, I do. Big, I'm coming with you. Don't be scared. There's more to this world than I thought. Try! Big Borkerson! Come here! You and I are gonna have a word. Our lives are precious. I love it. The forest gives me nothing but joy. En 2016, Hayao Miyazaki a de nouveau pris sa retraite et le studio a annoncé vouloir faire une pause et ne plus produire de projets pour l'instant, depuis 2014. Pourtant, on les retrouve 2 ans plus tard pour une coproduction cette fois-ci. Ils ne sont pas producteurs, mais coproducteurs du film La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt. Ils coproduisent ça avec notamment la France et la Belgique. Le film étant réalisé par un Néerlandais. La Tortue Rouge a attiré les regards vers lui dès sa première projection. Et il faut dire que c'est une sacrée surprise. La Tortue Rouge voit un homme s'échouer sur une île déserte. Si dans un premier temps il tente de la fuir, il va finalement s'y lier et y construire une famille en harmonie avec la nature. Film écologique clairement affirmé, La Tortue Rouge bénéficie d'une animation à mi-chemin entre le papier et le numérique. Le résultat est surprenant et franchement agréable à regarder. Comme un tableau en mouvement dont chaque paysage est aussi réussi que le précédent, tout en étant assez dépouillé. Pas de voix ici, les personnages ne s'expriment pas et seuls les bruitages et la musique rythment un film qui s'étale sur toute la vie du personnage principal, de son énervement des débuts à son apaisement d'ensuite.
Un vrai plaisir donc pour le peu que l'on apprécie qu'un petit élément fantastique se glisse dans le film pour le faire avancer, même s'il n'est pas sans explication, et que l'on apprécie le spectacle visuel. Pour ma part, si j'ai vraiment aimé, je me suis senti totalement immergé dans l'œuvre du début à la fin. De plus, le réalisateur parvient à glisser quelques petites notes d'humour par le biais de petits crins fort sympathiques, du tout bon donc. Comme dit précédemment, Hayao Miyazaki est maintenant en retraite, et pourtant, en 2018, il sort un court-métrage pour le musée Ghibli de nouveau, nommé Boro la petite chenille. Mais on retrouve tout de même Ghibli en 2018, avec Ni no Kuni 2, l'avènement d'un nouveau royaume sur PS4 et PC. De nouvelles animations et au caractère design, le studio revient donc dans le monde du jeu vidéo, 8 ans après le premier Ni no Kuni. But then came a great king. One who would change this world forever. I'm Evan Petty Whisker Tildrum, King of Ding Dong Dell. Guards, seize him! We have to leave. There you are, Your Majesty. I'm afraid I must ask you to relinquish your life. You are the kingdom's last hope, Evan. Cannot die. I'm going to build a kingdom where everyone can live happily ever after. Ready for this? Your kingdom is doomed. I won't run away. Not again. Not ever. Alors que Ghibli semblait avoir disparu, Goro Miyazaki revient avec un téléfilm. Franchement, c'était pas ce qu'on attendait, et le résultat le confirme. On va donc parler d'Aya et la sorcière, qui est sorti le 27 août 2021, mais qui n'est pas encore sorti en salle en France. Aya est une petite fille qui a été placée dans un orphelinat. Elle sait pas que sa mère avait des pouvoirs magiques et ne se sent pas très bien là. Et elle se sent plutôt très bien là. Elle veut pas s'en aller. Un jour, Bella Yaga et Mandrake l'adoptent, mais ils lui cachent des choses. Une histoire relativement classique pour un Ghibli, mais qui montre très rapidement ses limites, et ce parce que sa 3D, il s'agit du premier Ghibli en 3D, est assez laide, trop simpliste, mais aussi parce que l'histoire, sa magie, semble forcée. Le film de Goro Miyazaki, comme souvent avec le rejeton de Hayao, semble vouloir suivre les traces du papa, mais n'y met aucune émotion. Le résultat, c'est 1h20 de déception pendant lesquelles on peine à s'intéresser à ce qui nous est présenté. Et ce, d'autant plus qu'il se passe bien peu de choses jusqu'aux tout derniers instants, qui enfin se décide à faire un peu avancer l'histoire, qui se clôturera donc juste derrière, sans nous avoir emballé le moins du monde. La déception est de taille, on s'y attendait depuis les premières images. Ce téléfilm n'atteint la moyenne que parce qu'il est justement un téléfilm, et non une œuvre de cinéma. La note aurait été bien plus salée sinon. Ça y est, maintenant je veux bien que tu m'apprennes la magie. Bon, allez, réveille-toi. Va me cueillir des orties et des élébores. Au fait, sache que dans cette maison, il y a une règle incontournable. Tu fiches la paix à Mandrake, qu'il ne veut être dérangé sans aucun prétexte. Elle nous exploite, cette sale sorcière. On est drôlement malheureux, hein, Custard? Ça, c'est Mandrake. Attends, mais tu parles? Comment se protéger contre toutes sortes de magie?
la suite pour le studio, eh ben, c'est pas la fin, c'est un film à venir réalisé par le plus souvent retraité du monde, Hayao Miyazaki, qui sera donc de retour avec un film nommé Kimitachi Wado Irikuka. Je ne peux pas vous en dire plus sur le film pour l'instant, mais en tout cas on l'attend avec impatience. Alors que vous aimiez ou pas les films du studio de Ghibli, je vous invite à laisser vos avis sur ce que vous pensez du studio sous la vidéo, et je vous souhaite une bonne journée à tous.